Nous étions dans ce futur proche, dans le futur d'Orange Mécanique. On fête ces jours-ci le 50e anniversaire de la sortie d'Orange Mécanique, le film, pas le livre. Le livre, lui, a 60 ans. Il était publié en 1962. Anthony Burgess, disons-le franchement, malgré quelques politesses d'usage, n'avait pas aimé l'adaptation de Stanley Kubrick. Qu'importe. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'expression « la France Orange Mécanique » qu'avait utilisée pour l'un de ses essais un certain Laurent Oberton il y a quelques années. Bon, le propos était simple, il s'agissait de montrer que nous étions dans ce futur proche, dans le futur d'Orange Mécanique, où Alex et ses droguises frappaient, violentaient, tabassaient, cassaient et violaient en bande organisée. Et violaient en bande organisée et frappaient en bande organisée, mais gratuitement. Les choses en réalité sont de beaucoup plus compliquées, si on veut comparer le livre, le film et la réalité. En effet, première chose, Alex et ses droguises employaient une langue imaginaire, mais imaginative. Un javanais complexe, mais enrichi par rapport à la langue d'origine, l'anglais en l'occurrence. Un volapuc, certes, mais un volapuc gorgé de trouvailles, mélange de gitan, de russe, d'anglais. Burgess était à côté de la plaque et Kubrick avec, car la langue de violence naît dans ce futur soi-disant présent. Pas enrichissement de quoi que ce soit, mais on le constate tous les jours. Appauvrissement sans fin, négation de la trouvaille, paupérisation de la fulgurance. C'est un désert que l'on constate au niveau syntaxique et non pas une oasis. On ne sait pas tout. Alex, dans le film, dans le livre, avait le goût sûr. C'était un esthète. Son mélange de Rangers et d'habits de clown blanc, de noir faf et de farine de chandeleur, pour effrayantes qu'elles fussent, relevait de la recherche. Il y avait un effort de costume, une science de l'apparence, un souci de la dégaine. Ce qui préludait aux sinistres patrouilles était une science du goût, pas d'hématome sans raffinement. Une sorte de guerre urbaine, mais accompagnée d'une guerre du goût. Alex fait d'abord, quoique symboliquement, la guerre aux beaufs, aux ouvriers, aux travailleurs, aux sans-goût, à ceux qui se vêtent tout le temps des mêmes chiffres. Ses premières victimes sont ses parents, dont il méprise l'existence recommencée, le quotidien rabougri, l'espace mental et la géographie immobilière étriquée. Alex n'écoute pas du rap, il écoute du Beethoven. C'est sur les symphonies d'un dieu, sur les airs d'un génie que ce jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, façonne son être, s'entraîne au cou devant sa glace, entretient ses pulsions d'ultraviolence. Ça fait beaucoup de différence, mine de rien, avec les droguistes d'aujourd'hui, qui se sapent en poubelle, froc au talon, capuche sur le crâne, au lieu du haut de forme de Max Linder ou du melon de Charlot, qui savent à peine, je parle de ceux d'aujourd'hui, qui est Joe Star et qui ne connaissent que 82 mots et demi de vocabulaire. La ressemblance, alors, quelle est-elle ? Dans la gratuité de la violence, c'est vrai. Alex et ses droguises, cette violence, en ont-ils besoin ou envie ? Tous jouent là. Pour eux, elle est ludique, c'est un jeu. Mais, et c'est là que l'optimisme de Burgess et de Kubrick est battu en brèche, ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et c'est là que se trouvait le scandale d'Orange Mécanique. Des jeunes désœuvrés pratiquaient le mal comme un loisir, mais en connaissance de cause, en l'opposant au bien. Ils connaissaient la valeur de la vie et se repaissaient de leur barbarie par cette permanente référence, strictement sadique et constamment immorale, au canon de la société civilisée, au bien, au juste. Aujourd'hui, nos droguises ont oublié jusqu'à la souffrance humaine. Comment ferait-il du mal, a fortiori le mal, quand une vie humaine n'est que l'excroissance de jeux de chambrettes dont les parties ont lieu sur un écran, indépendamment de toute référence à ce qu'est vraiment une vie humaine. Ils ne sont pas immoraux comme Alex et ses droguises, ils sont amoraux, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est la morale. Plus de bien, plus de mal, plus rien. On ne sort pas de chez soi pour faire une partie d'ultraviolence, on ne joue pas à violer, à frapper, à tuer, puisque le viol, le coup, le meurtre ont toujours déjà été un jeu. Tout a toujours déjà été pour de faux, et continue à l'être, même et surtout quand c'est pour de vrai. On ne fait que répéter dehors ce qu'on a pratiqué chez soi sans embâge. La souffrance des victimes, leur réalité, leur traumatisme, leurs séquelles, leurs hurlements, leur corps, leur mort, n'est plus la conséquence de ce qu'on appelait jadis des actes, mais une cerise sur leur gâteau, une option récréative dans leur game, une manière de bonus qu'offre cette nouvelle interface qu'est la réalité. Alex et ses droguistes franchissaient un Rubicon, à la fois moral et pratique.
Ils se changeaient et leur psychologie changeait quand ils sortaient de leur chambre. Ils se déguisaient pour commettre des actes monstrueux. Ils se transformaient. Ils se travestissaient. Qu'importe si c'était pour être complètement eux-mêmes ou totalement des autres. Il y avait une rupture entre ce qu'ils étaient à la maison, au lycée, et les barbares une fois regroupés en hordes dans les rues de leur banlieue. Ce que Burgess n'a pas su voir, c'est le plus affreux. La continuité entre le dedans et le dehors. L'absence de frontières, de douane, entre le lycéen et le tortionnaire, entre le fiston et le nazi, entre la règle et l'exception, entre la ville et la scène. La zone n'est plus un terrain de jeu, puisque tout est jeu tout le temps. On ne frappe plus pour s'amuser, on s'amuse pour frapper. Frapper, violer, tuer ne sont plus des buts, des pulsions à contenter. Ce sont des récompenses à obtenir, à la manière des gains. La question du besoin de violence et de l'envie ne se pose plus du tout. La violence n'existe pas dans un monde où, déréalisé, le violenté, l'agressé, la victime et l'implicite compagnon de jeu de ce cluedo détraqué. Tout le monde est joueur, tout le monde joue. C'est une partie géante. Celui qui frappe joue à frapper. Celui qui se fait agonir de coups joue à les recevoir. Ce n'est pas un divertissement. Cela ne fait ni le bien ni le mal. Cela ne fait ni bien à l'agresseur, ni bien à la victime, ni mal à personne, ni bien à personne, puisque là se trouve la différence fondamentale. Les deux se valent. Tout est jeu, tout est ludique. La réalité est devenue le strapontin de la virtualité. Le mal est aboli et la nuance est morte.